Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur France 5 pour ce débat consacré au cœur des femmes et à leurs risques spécifiques. Beaucoup de questions qui nous sont arrivées. Nos experts sont autour de la table pour répondre à toutes vos questions. On commence avec la question de Nicole qui nous dit « Ma grand-mère est décédée d'une crise cardiaque, ma mère d'un accident vasculaire cérébral. Dois-je avoir peur ?» Professeur Claire Mounier-Veillé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue au CHU de Lille, présidente de la Fédération française de cardiologie. Est-ce qu'il y a une hérédité comme ça à porter ? Il y a une hérédité familiale, effectivement. C'est une question qu'on pose, ça fait partie des facteurs de risque qu'on dit non modifiables, on n'y peut rien. Et effectivement, pour cette dame, je ne connais pas son âge. Elle ne dit pas. Mais ça serait bien, à un moment donné, au moment de la périménopause par exemple, si elle a cet âge-là, de faire effectivement une épreuve d'effort, un bilan biologique, une mesure de pression artérielle pour évaluer son niveau de risque à minima. Donc elle va chez un cardiologue. Elle demande déjà à son médecin traitant. Voilà, et son médecin traitant... On espère qu'il acceptera de faire cette prescription de cardiologue, mais normalement, oui, il n'y a pas de problème. Et puis là, effectivement, elle fera cette échographie cardiaque, cette épreuve d'effort et puis cette prise de sang à minimum. Et alors, juste parce que vous dites ça, parce que je sens une toute petite réserve, est-ce qu'aujourd'hui, les médecins traitants sont suffisamment conscients de l'intérêt, effectivement, en périménopause, que les femmes aient un bilan cardiologique ? C'est en train de s'améliorer. Je vais avoir une réponse politique. C'est en train de s'améliorer. On s'y efforce avec la Fédération française, avec la Société française de cardiologie. On fait ce qu'on appelle des formations médicales continues multidisciplinaires avec les gynécologues. Donc on essaye de croiser nos savoirs pour justement que les médecins aient ce déclic de bilan à cette phase clé qu'est la ménopause en particulier. Alors dans le document, on a vu qu'il y avait pas mal de tranches d'âge qui étaient concernées par ces accidents, y compris les femmes plus jeunes, avec notamment les pilules et le tabac. Peut-on avoir un accident cardiaque à n'importe quel âge, demande Annette. On y a un petit peu répondu dans le document. Professeur Alain Cohen-Solal, bonsoir. Vous êtes chef du service de cardio à l'hôpital Lariboisière à Paris. Quand on dit n'importe quel âge, c'est vraiment n'importe quel âge ou c'est à partir du moment où on commence, par exemple, puisque chez les jeunes c'est souvent le cas, à prendre la pilule et à fumer en même temps? On va dire c'est n'importe quel âge, effectivement, ça peut arriver tôt. Généralement, effectivement, c'est plutôt après la cinquantaine pour les raisons effectivement qui ont été vues lors du reportage. Mais de plus en plus souvent, avec les modifications du mode de vie, avec le tabagisme, avec la sédentarité, on voit des phénomènes cardiaques, des accidents cardiaques qui surviennent chez des femmes de 40, 30, parfois 25 ans. Il faut également voir que le mécanisme de ces accidents cardiaques n'est pas toujours une artère qui se bouche à cause du cholestérol ou du tabac. Ça peut être une dissection coronaire, ça peut être un spasme, qui sont des formes des mécanismes qu'on voit surtout chez la femme. Donc effectivement, et je crois qu'on l'a vu dans le reportage, il faut y penser de plus en plus souvent, et qu'on le disait auparavant, il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé avoir la ménopause. Maintenant, il faut y penser systématiquement. Le spasme, c'est quand l'artère, au lieu de se boucher, se contracte brutalement. Absolument. Et bien évidemment, le phénomène en aval est le même, c'est-à-dire que le sang n'arrive plus dans le cœur. Et puis, dans la partie du cœur irriguée. Et la dissection, c'est quand l'artère, la paroi de l'artère s'ouvre en deux comme un livre, et le sang passe. Et là, effectivement, aussi, il y a des conséquences importantes. Le cannabis aussi, même occasionnel. Comment ? Le cannabis est un facteur de spasme et de thrombose chez les jeunes. Hommes comme femmes, les gens n'y pensent pas assez. Associé à quelque chose, spontanément. D'accord, pas plus à risque avec la contraception par exemple. C'est synergique. Comme le tabac. J'ai des insomnies depuis peu, je me sens plus anxieuse. J'ai lu que cela pouvait être des signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Que puis-je faire ? Docteur Stéphane Manzo-Silberman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue interventionnel à l'hôpital Lariboisière à Paris. Voilà, des insomnies et une anxiété. On se dit peut-être ça peut être un problème cardiaque. Il y a beaucoup de personnes qui vont être inquiètes. Non, mais dans ce cas-là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait déjà ? On va voir son médecin. Exactement. La première chose, c'est de consulter. Ça peut être, on va dire, dans 8 cas sur 10, ce sera juste de l'anxiété, mais il y aura quand même ces 2 cas sur 10 où ça pourra être autre chose. Et dans ces cas-là, la consultation avec le médecin dans un premier temps et avec le cardiologue très rapidement. Il faut avoir ce réflexe. Je pense que la communication entre généralistes et cardiologues doit être très importante pour fluidifier et accélérer les parcours. On a vu dans le reportage une perte de chance énorme avec des examens qui ont été inutiles, des délais, une prise de risque importante. Là, c'est agir pour, au moins, s'il y a des facteurs de risque, faire un dépistage et ne pas attendre l'infarctus pour faire le diagnostic. Comment faire la différence entre une crise d'angoisse et un infarctus ? On revient à peu près à la même chose. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'un infarctus entraîne comme premier symptôme une angoisse ?
C'est une bonne question. Merci. Alors, l'infarctus, effectivement, c'est quelque chose de nouveau, une douleur qui est brutale, on l'a vu aussi dans le reportage, ou une oppression brutale. Et c'est comme si vous mettiez le doigt dans une porte, un événement brutal, douloureux, c'est anxiogène. C'est comme quand il y a un caillot dans l'artère pulmonaire. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un symptôme avant l'angoisse, mais il n'y a jamais d'angoisse comme premier symptôme de l'infarctus? Non, en général, effectivement, il y a une douleur ou un symptôme atypique. La difficulté, on l'a vu dans le reportage, c'est que très souvent chez les femmes, les symptômes sont un petit peu torpides. Hein. Et effectivement, on peut rapporter l'angoisse sans nécessairement rapporter ou même sentir la douleur sous-jacente qui explique. Donc ça veut dire, pour rassurer les gens qui nous regardent et qui sont que angoissés en général, ou que anxieux, c'est pas un infarctus. Non, parce que vous voyez la consommation d'anxiolytiques en France. C'est lié à la douleur. D'accord. Donc il y a un premier symptôme et après ça nous angoisse d'avoir ce symptôme. Il y a des atypies, mais il y a aussi la forme de la douleur, l'oppression, comme l'a décrit la première patiente, l'oppression thoracique, elle est présente souvent. Ce qu'il y a et ce qui fait parfois errer le diagnostic, c'est qu'il y a beaucoup d'autres signes qui viennent se rajouter. Et pour la première question, je vérifierai aussi l'apnée du sommeil chez cette dame-là. Qui peut être un facteur oui, et c'est un facteur de risque d'infarctus du myocarde. Qui là encore est atypique chez les femmes parce qu'en fait c'est moins des ronflements, c'est moins net que chez les hommes en fait. Ça peut être des réveils nocturnes fréquents, ça peut être aller se lever souvent pour faire pipi, mais c'est associé. Là aussi c'est plus atypique, donc on y pense moins. On ne pense pas à dépister l'apnée chez la femme, dont on sait que c'est un facteur de risque d'infarctus. Et c'est vrai qu'on n'a pas. Les dames, quand on a vu dans le reportage, notamment la dame qui était dans mon service, cette dame, elle a eu aussi son dépistage d'apnée. Elle y a eu droit. Là. Je me mets un peu à la place des téléspectatrices qui se lèvent 3 fois la nuit pour aller faire pipi et à qui on dit c'est parce que vous avez une petite vessie. Non, et là vous venez de leur dire attention parce que c'est peut-être... Non, il y a d'autres signes qui se mêlent. Généralement c'est des dames qui le matin ont mal à la tête en se réveillant, qui ont des troubles de la concentration, qui ont besoin de faire une sieste le midi, voilà, qui se sentent un peu... C'est d'apnée du sommeil. Voilà, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui se lèvent 3 fois la nuit pour faire pipi. Elles n'ont pas de prostate, donc non mais je voudrais vous mettre à la place d'une femme que d'un homme. Je vois que vous m'attaquez. Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup de femmes qui, pas 3 fois, j'exagère. Vous me connaissez, je suis toujours excessif, mais il y a des femmes qui se lèvent la nuit pour faire pipi. C'est la petite vessie instable de la ménopause, on va dire. Voilà. Vous voyez, mais vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que je me lève souvent pour faire pipi. Et ben voilà. Combien? 3 fois? Oui, voilà. Vous voyez? Demandez-moi. Vous êtes fait une recherche. Voilà. Est-ce que la prise de la pilule contraceptive est un facteur aggravant de l'infarctus? Professeur Geneviève Plubureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue à l'hôpital Port-Royal. Donc, est-ce que c'est un facteur aggravant et est-ce que c'est vrai pour toutes les prises pour toutes les pilules? Alors, c'est un facteur de risque, effectivement, classiquement connu, mais qui est un facteur de risque assez faible avec les contraceptions. Et c'est les contraceptions combinées œstroprogestatives, quelle que soit la voie d'administration, quelles que soient les molécules contenues dans ces pilules. Les contraceptions progestatives seules, a priori, alors il y a beaucoup moins d'études épidémiologiques, mais n'augmenterait pas le risque d'infarctus ou d'autres événements vasculaires. Ce qui veut dire qu'un stérilet, la progestérone, n'est pas a priori un facteur de risque. Absolument pas. Voilà, et donc c'est ces types de contraception que nous utilisons en fait chez les femmes qui ont des facteurs de risque vasculaires, qu'il faut bien sûr déterminer avant toute prescription de contraception hormonale. D'accord. On voit quand même beaucoup de femmes qui fument et qui prennent des pilules. Absolument. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message ne passe pas ou que le gynécologue ne fait pas passer le message. Genre on n'en voit pas beaucoup non plus? Non, c'est pas ça, Michel. Non, mais je l'adore. Hein. C'est que parfois les jeunes filles. Non, c'est pas ça. C'est que les jeunes filles, elles n'ont pas forcément envie d'arrêter de fumer et en même temps, elles ont besoin de la pilule. C'est pas aussi simple que ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Parfois, vous leur dites la pilule et le tabac, c'est pas possible. Elles disent bon bah j'arrête la pilule. Non, je crois que non, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple. C'est difficile, effectivement, chez des fumeuses d'arrêter du jour au lendemain. Et donc, la contraception est quelque chose d'important pour éviter les grossesses non désirées. Et en France, on a la chance d'avoir des contraceptions progestatives seules qui peuvent tout à fait être prescrites chez les femmes fumeuses. Il y a des recommandations OMS, des recommandations des sociétés savantes, et il y a des seuils tolérés pour administrer une pilule combinée œstroprogestative. Mais au moindre doute, il existe des contraceptions progestatives qui ne sont pas à risque vasculaire. La cigarette électronique avec un peu de nicotine? Très peu d'études. Aucune étude qui cumule tous ces facteurs de risque et qui pourrait nous dire que c'est moins à risque d'accident vasculaire. Oui. Mais il y a un truc important à dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'après 40 ans,
plus d'oestrogène de synthèse. Ça, pour nous, c'est, en tout cas, nos femmes hypertendues, un peu enveloppées, c'est quelque chose que j'essaye de dire, qu'on nous essayons d'enseigner à la fac. Il y a des âges aussi pour faire les accidents. Après 35 ans, la gynéco, elle commence à regarder, mais après 40 ans, si elle fume, là, on change. Parce que c'est pas possible. Hein. Non, mais les gens ne savent pas que c'est les estrogènes de synthèse. Enfin, c'est compliqué. C'est combiné. On parle à ce moment-là de pilules combinées. C'est les médecins qui doivent, oui, bien sûr, le dire, pas les femmes. aussi. Les femmes, elles ne vont pas dire à leur médecin, je veux plus d'estrogènes de synthèse sans savoir exactement ce qu'il y a dans le médicament. Même les estrogènes naturels administrés par voie orale augmentent ce risque vasculaire. Pour la contraception, il y a des hormones de synthèse et il y a des hormones naturelles. Donc, dès qu'on a un ou plusieurs facteurs de risque, effectivement, on utilise des contraceptions qui sont non à risque. Et c'est vrai que 40 ans, 35 ans, une femme fumeuse de plus de 15 cigarettes et de plus de 35 ans, c'est une contre-indication absolue aux contraceptions combinées œstroprogestatives. Vous sauvez des vies ce soir. C'est vous qui les sauvez. Non, c'est vous. Non, vous nous mettez mal à l'aise. Bon, on va d'accord ensemble. Pascal demande si on peut demander un bilan pour savoir où on en est au niveau cardiaque avant d'avoir 50 ans. Et chez une femme, dans ce cas-là, c'est quoi ce bilan? On peut, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, absolument. De même que chez l'homme de 40, 50 ans, quand il veut se mettre à faire du sport, etc., ce bilan est largement recommandé. Chez la femme, le bilan, effectivement, il est simple. Il est comme chez l'homme. Ça veut dire une prise de sang pour vérifier, d'abord un interrogatoire, est-ce qu'elle fume, etc. Deuxièmement, une prise de sang pour vérifier le sucre, le cholestérol et des facteurs de risque. Et troisièmement, un électrocardiogramme de repos. Dans l'immense majorité des cas, ça suffit. S'il y a un doute particulier, le cardiologue ira un peu plus loin, mais ce n'est pas compliqué. Un électro, une prise de sang et un examen clinique. S'il va un peu plus loin, il y va avec les mêmes examens qu'un homme, ou est-ce qu'une scintigraphie, par exemple, peut être plus utile chez une femme que chez un homme? Alors, c'est vrai que, par exemple, l'examen qui arrive après le CG de base, c'est le CG d'effort, qui est assez performant chez l'homme et beaucoup moins chez la femme. Alors, effectivement, de plus en plus, lorsqu'on a un doute assez important chez la femme, on tend à utiliser plutôt soit une scintigraphie myocardique, soit un coroscanner, soit une échographie d'effort, comme on l'a vu, qu'un simple CG d'effort. Influence du surpoids sur les risques cardiovasculaires? C'est un vrai risque et surtout en France, on voit que le problème de l'obésité est en train de gagner et concerne les femmes de plus en plus. Les dernières études montrent que les femmes, surtout les femmes jeunes, les femmes de moins de 60 ans, en l'espace de 15 ans, ont vu leur taux d'obésité et de surpoids augmenter. Est-ce que le surpoids est le même risque chez un homme et chez une femme ou pas? Parce que la graisse et les oestrogènes ont un lien. Exactement, ça dépend de la répartition. Le type d'obésité, avant il y avait l'obésité qu'on appelait gynoïde, qui se concentrait plutôt au niveau du bassin, qui était censé être moins à risque sur le plan cardiovasculaire, mais cette forme d'obésité est en train de reculer et les femmes sont en plus ont des formes androïdes avec le périmètre abdominal qui augmente et c'est cette obésité-là qui augmente et qui constitue le risque cardiovasculaire. Michel? Oui. Non, je pensais que ça vous intéresserait. Mais tout me passionne, mais je vous laisse un petit peu de place, d'espace dans cette émission. C'est bien que vous vous en rendiez compte. La grossesse peut-elle être un facteur déclenchant d'accident cardiaque, demande Angélique? Alors on a parlé dans le document de la prééclampsie, enfin des hypertensions pendant la grossesse. On va parler à deux. Oui. Parce qu'on a fait des recommandations avec la Société française d'hypertension sur hypertension et grossesse. Alors déjà, pourquoi ça donne de l'hypertension? C'est parce que le placenta qui nourrit le bébé, cette éponge vasculaire, eh bien quand ce placenta mûrit trop vite, ça peut donner de l'hypertension artérielle notamment. Ça peut aussi donner de l'œdème aigu pulmonaire en fin de grossesse, la cardiomyopathie du postpartum également en fin de grossesse. Et puis on sait que ces femmes-là, au moment de la périménopause, elles ont un risque x2 d'hypertension, de diabète, d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde. Donc chez nous, c'est un feu rouge clignotant, une femme qui a fait une hypertension de la grossesse, une prééclampsie, donc hypertension plus, on appelle ça de la protéine dans les urines. Ces femmes-là, on leur dit juste après l'accouchement, on leur dit, mesdames, l'hygiène de vie et surtout, on va vous suivre régulièrement jusqu'au moment de la ménopause. Voilà, c'est des facteurs de risque qui commencent à émerger. Les femmes qui ont eu une prééclampsie, par exemple, en fin de grossesse, sont probablement plus à risque d'accidents vasculaires à distance de leur grossesse. Et donc, en gynécologie, on prend de plus en plus
compte de ce facteur de risque qui est quand même, il faut le dire, assez récent, qui émerge dans la littérature de façon assez récente. Donc c'est des femmes qu'on va surveiller. Elles sont surveillées bien sûr pendant leur grossesse, mais elles vont être surveillées de façon plus attentive après. Est-ce qu'une femme suivie par un cardiologue homme est aussi bien soignée que si le médecin est une femme? On va y répondre, mais si on écoutait Benoît. Oui, on va écouter Benoît, parce que la mauvaise prise en charge des femmes souffrant de problèmes cardiaques a même un nom, et c'est une histoire de littérature et de cinéma, monsieur Benoît. Oui, certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'en 1983, Barbra Streisand réalise et interprète Yentl, d'après une nouvelle éponyme d'Isaac Bashevis Singer. Et dans ce film, l'actrice américaine joue le rôle d'une jeune juive polonaise qui se travestit en garçon afin de pouvoir faire les mêmes études qu'eux. Quelques années plus tard, en 1991, Bernardine Healy, cardiologue américaine renommée, publie dans le New England Journal of Medicine un article intitulé « Le syndrome de Yentl ». Elle y démontre qu'en cas de problème coronarien, les femmes ne sont correctement prises en charge que si elles ont la chance, entre guillemets, d'avoir un cœur qui fonctionne comme celui d'un homme. Alors depuis, de nombreuses études ont régulièrement montré que ce syndrome de Yentl est encore très présent en cardiologie, d'où notre émission ce soir d'ailleurs. Mais ces différences de prise en charge, selon que l'on soit homme ou femme, ne sont pas l'apanage de la cardiologie. Les biais sexistes existent dans beaucoup d'autres domaines médicaux. Certains proches de la cardiologie, c'est le cas avec les accidents vasculaires cérébraux par exemple, mais les médicaments sont aussi davantage mis au point selon des critères physiologiques masculins que féminins. Certaines maladies plus féminines que masculines font l'objet de moins de recherches et sont moins enseignées à la fac. Par exemple, l'asthme, les troubles du comportement alimentaire, la fibromyalgie. Et que dire des affections gynécologiques qui ont longtemps été mal prises en charge en raison d'un regard machiste. Les douleurs liées aux règles, l'endométriose, le syndrome prémenstruel, tout cela considéré au mieux comme normal, au pire comme de l'hystérie. Même pour la greffe de rein, le fait d'être une femme est un handicap, simplement parce que les femmes seraient plus enclines à donner un rein à leur conjoint que l'inverse. Mais revenons à la cardiologie, qui a su prendre en considération ces dernières années le problème, probablement d'ailleurs grâce à une féminisation de la profession. Et c'est d'ailleurs une cardiologue américaine encore, qui il y a quelques années a reparlé à Barbra Streisand du syndrome de Yentl. Et depuis, l'actrice américaine a investi de son temps et de son argent pour lutter contre l'injustice cardiaque faite aux femmes. Un centre de recherche porte désormais son nom en Californie. Merci Benoît, on va vous retrouver tout à l'heure. Pour reparler encore de cinéma d'ailleurs, est-ce qu'on a des études qui montrent que si par exemple une femme est victime d'un infarctus, elle a une espérance de vie supérieure si elle est prise en charge par un médecin femme que par un médecin homme? Non, il y a des papiers qui sont sortis, je pense notamment à des papiers canadiens, ou même l'état des lieux du Go Red for Women aux États-Unis avec l'American Heart Association, donc la Société américaine de cardio. Ils disent effectivement qu'il y a une théorie du genre, c'est-à-dire que quand on est un médecin homme, effectivement, on est peut-être moins sensibilisé aux facteurs de risque spécifiques de la femme que quand on est un médecin femme. L'étude canadienne auquel je pense disent que les médecins femmes prendraient les patients, hommes ou femmes d'ailleurs, dans leur globalité. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas à l'organe, mais ils vont prendre les organes associés, le poumon, le diabète. Voilà, donc. Après, ça peut être très féministe d'aller vous raconter ça ce soir, mais c'est vrai que la façon de... C'est prouvé, c'est décrit dans la littérature, c'est décrit. Mais maintenant, dire qu'une femme va vivre plus longtemps parce qu'elle est suivie par un médecin femme, ça non, ça, je ne peux pas répondre à cette question. On a entendu que Barbra Streisand était très impliquée. Vous arrivez à trouver des porte-paroles femmes connues en France? Des porte-paroles femmes connues, c'est non, pas pour l'instant. On n'a pas cherché non plus à en avoir. Si, on en a eu une qui a cru en la cause, c'est Mai Wen, avec le film que vous avez montré dans le reportage. Donc Mai Wen a été convaincue que c'était important de communiquer sur le cœur des femmes. Et on a fait ce film ensemble, effectivement. Maintenant, on ne cherche pas non plus avec la Fédération française de cardiologie. On a eu à un moment donné, on cherchait des porte-paroles, notamment je pense au Parcours du cœur, on cherchait des porte-paroles. Aujourd'hui, c'est pas ça, on se dit que la cause, elle doit être portée par la population. Voilà, on ne cherche pas de marraine ou de parrain particulier. On parlait de la féminisation de la profession, alors c'est particulièrement vrai chez les cardiologues interventionnels quand même. Très longtemps ont été des hommes. C'est quand même assez récent qu'il y ait des femmes. Est-ce que vous constatez qu'effectivement, enfin vous, en général, les cardiologues interventionnels, qu'on fait aussi facilement des coronarographies à un patient qui pourrait avoir un infarctus, qu'il soit homme ou femme? Alors, en sachant que c'est un exercice qui n'est pas forcément aussi facile chez une femme que chez un homme. Alors,
c'est pas si difficile que ça chez une femme. C'est une femme qui le dit, donc. Voilà. Alors peut-être là, il y a un biais. Malheureusement, je ne peux pas. Je fais le maximum pour être objective. Mais elles ne sont pas si différentes que ça. Mais la cardiologie interventionnelle a fait d'énormes progrès. On a vu dans le film le fait de passer par la voie radiale, l'artère du poignet, ça a changé beaucoup les risques liés à la procédure. Avant, par voie fémorale, c'était des gros cathéters. Il y avait des complications hémorragiques, vasculaires. Ça passait par l'artère de l'aine. Voilà. Ça grévait vraiment le pronostic. Actuellement, par la voie radiale, ça a changé. Et puis après, les artères coronaires, elles sont un peu plus tortueuses, mais elles ne sont pas si petites que ça. Dans la plupart des cas, on peut toujours, si c'est nécessaire, mettre un stent traité. Donc ça ne doit pas être un frein à la prise en charge déjà diagnostique. Avant toute chose, il faut aller voir ce qui se passe. Oui, parce qu'on a l'impression que, enfin, un peu de ce qu'on entend dans ce reportage, et c'est vrai, ce qu'on entend des témoignages de femmes, que c'est souvent un geste qui est fait quand même plus tard chez une femme. Alors ça a été retrouvé dans les registres américains, dans une étude danoise en 2010, où on voyait que pour une forme d'infarctus qui n'est pas typique avec l'électrocardiogramme caractéristique, eh bien les femmes avaient 20% de coronarographie en moins. Et donc si on ne va pas voir les artères, on ne peut pas aller les rouvrir. Maintenant, on observe une diminution quand même de cette tendance. Déjà, face à un infarctus, on a vu dans un travail que l'on a fait sur une population d'infarctus pris en charge dans différents réseaux français, que les délais de prise en charge, une fois que l'alerte est donnée, eh bien, c'est équivalent hommes et femmes. Donc les équipes médecins sont équitables. J'ai 63 ans, j'ai fait un infarctus le 24 mars, on m'a posé un stent, donc le petit ressort que vous avez vu dans le reportage, mais je suis très fatigué au moindre effort. C'est Christine qui pose la question, enfin qui témoigne. Un mois et demi. Il faut combien de temps? Qu'est-ce qui fatigue finalement? C'est l'accident cardiaque ou c'est la pose du stent? C'est une très bonne question qui nous est très souvent posée. Il y a plusieurs causes. La première, c'est l'infarctus en soi, qui peut entraîner une fatigue, notamment parce qu'on a une séquelle significative. Le stent, non, ça peut être le traitement bêta-bloquant. Un des traitements qu'on donne après un infarctus est connu pour fatiguer sur le plan physique, psychique et sexuel. Ça peut être aussi un début de syndrome dépressif qui peut arriver justement après un infarctus. Et c'est notre rôle un petit peu de faire le point un peu de tout ça pour voir effectivement, pour améliorer le patient, parce que c'est une plainte très souvent, pour essayer de voir la part des choses et taper là où il faut, sur le traitement, sur la dépression, sur... Edwige dit, on vient de me déceler une insuffisance cardiaque. Quels sont les remèdes? Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce qu'est une insuffisance cardiaque? Parce que c'est très mal connu par rapport déjà à l'infarctus, qui n'est pas forcément bien connu. Il y a une grande confusion. Mais l'insuffisance cardiaque, c'est compliqué. Dans le public, entre l'infarctus et l'accident cardiaque et l'insuffisance cardiaque. L'infarctus, c'est lorsqu'on a vu, on se bouche une artère du cœur parce qu'on est arrivé trop tard. Lorsqu'on fait un infarctus, on nécrose, on a une partie du cœur qui est complètement morte, si vous voulez. Et donc, si vous perdez, on va dire, 20, 30, 40% de votre muscle cardiaque, eh bien, vous avez de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le reste du cœur n'arrive pas à compenser la perte de cette masse musculaire cardiaque. Et donc, c'est un moteur, je dis souvent, c'est un moteur qui a 4 soupapes, et il faut continuer avec 2 soupapes sur les 4. Donc, c'est logique qu'effectivement, au fur et à mesure, on soit fatigué, on soit essoufflé à l'effort. On veut faire une insuffisance cardiaque sans avoir fait d'infarctus. Bien sûr. L'infarctus, je dirais, est en cause en France dans 2 tiers des cas d'insuffisance cardiaque sont en rapport avec un infarctus. Mais l'hypertension, les maladies des valves, les chimiothérapies, pas mal d'alcool sont d'autres causes d'insuffisance cardiaque, qu'on peut parfaitement d'ailleurs maintenant, enfin, qu'on traite de mieux en mieux avec des médicaments, avec divers systèmes d'assistance. Mais l'intérêt, c'est de prévenir justement, et plus on traite tôt l'infarctus du myocarde, plus on réduit le risque d'insuffisance cardiaque. Alors, un autre médicament, vous avez parlé des bêta-bloquants, un autre médicament qui inquiète, qu'on a entendu dans le reportage aussi, les statines. Après un accident cardiaque, on m'a conseillé de prendre des statines dont l'usage est pourtant discuté. Qu'en pensez finalement, demande Virginie, statines qui sont chargées de baisser le cholestérol, statines qui ont effectivement fait l'objet de polémiques, notamment par la sortie d'un livre qui a fait sensation et qui a été extrêmement critiqué par le milieu médical. Donc, de toute façon, c'est un traitement personnalisé. La statine après un infarctus, c'est une nécessité. Vraiment une nécessité. Et si la personne a des crampes, a des douleurs musculaires, on va repartir à zéro avec des toutes petites doses. Et on va augmenter tout doucement le traitement en s'aidant d'une autre molécule qu'on appelle l'ézetimibe pour faire une synergie. Mais pour le remodelage, pour la resténose, j'ai des patientes et des patients qui arrêtent leur traitement, se livrent à... Alors là, c'est l'anti tout à l'heure, ça tue des gens. Parce que
on a brouillé le message. Un médicament sans en parler à son médecin. La Jamais par statine, principe. quand on n'a jamais fait d'accident, ça dépend là du cas par cas, c'est-à-dire que ça dépend si la personne c'est une hypercholestérolémie familiale, ça dépend quel est le taux du mauvais cholestérol, ça dépend quel est le taux du bon cholestérol, mais en tout cas en prévention secondaire, c'est-à-dire quand on a déjà fait un accident, on ne se pose même pas la question. Après, c'est vrai que les statines, on dit que les femmes ont un peu plus de crampes sous statine, un peu plus de douleurs articulaires sous statine, c'est peut-être un problème de dosage. Donc, nos lipidologues avec lesquels nous travaillons nous recommandent de commencer par des petites doses et d'incrémenter progressivement. Ça aussi, ça peut être lié au fait qu'on ait essentiellement testé les statines dans les essais sur des hommes et pas sur des femmes. Tout à fait. Tout à fait. Ça Mais joue la aussi. statine après un infarctus, la question ne se Oui. pose pas. C'est un Mais médicament effectivement, qui a peut-être fait qu'on tâtonne exister. plus en matière de dosage chez les femmes, chez les hommes, parce qu'on a moins expérimenté. Mais à la phase aiguë de l'infarctus, c'est les fortes doses. Ça, c'est indispensable pendant quelques semaines. Mais après, si la dame vous dit écoutez, docteur, j'ai arrêté mon traitement ou j'ai demandé à mon médecin traitant de l'arrêter parce que j'en en pouvais plus, j'avais mal, on se retrouve avec une dame qui a fait un infarctus, qui a des stents et qui ne prend plus de traitement. Donc c'est là où je dis on reprend tout doucement pour se donner les chances qu'elle l'accepte et ensuite qu'elle le tolère. Mais à la phase aiguë, effectivement, forte dose, tu as raison de le souligner Stéphane, c'est des fortes doses de toute façon à la phase aiguë. Les traitements substitutifs de la ménopause réduisent-ils les risques cardiovasculaires, demande Bernadette. Alors, on va revenir sur cette histoire d'estrogène qui protège les femmes durant toute la période où elles ont leurs règles. Et puis, comme la ménopause arrive et qu'il n'y a plus de règles et qu'il n'y a plus d'estrogène, elles sont plus protégées. Donc, elles vont rattraper le risque des hommes. On nous a appris ça à la fac il y a... Pas longtemps. Non. Et à chaque fois qu'elle dit ça, on a 2 ans d'écart dans les études. Donc, bon, d'accord, je vais prendre pour moi. Et donc, ça reste vrai, c'est discuté, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Alors en France, nous avons la chance d'avoir une voie d'administration qui est un petit peu particulière, qui est vraiment spécifiquement française, qui est la voie d'administration des estrogènes et qui sont des estrogènes très naturels, contrairement à la contraception. Et c'est du 17-bêta-estradiol qu'on administre en patch ou en gel. Et ça, il y a un certain nombre d'études françaises épidémiologiques qui ont montré que ces traitements ne modifiaient pas la coagulation, donc n'augmentaient pas le risque veineux. Donc on ne parle pas du cœur, on parle... Voilà. Alors sur les accidents cardiaque, artériel, donc infarctus ou accident vasculaire cérébral ischémique, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est plus difficile de faire des études parce qu'il y a moins de cas incidents par rapport au risque de thrombose et que les données sont plutôt issues d'études américaines qui n'utilisent pas du tout les mêmes traitements que nous, qui sont des estrogènes conjugués équins, qui sont des mélanges de... Voilà. Et en comprimé en plus. Voilà, en comprimé, donc pas la même voie d'administration que nous. Et un progestatif, toujours indispensable quand on a un utérus, qui n'est pas du tout le même que la progestérone naturelle utilisée en France. Donc c'est assez compliqué de répondre à cette question. Oui, c'est souvent sur des femmes qui étaient plus à risque en plus, parce que c'était souvent des femmes hypertendues et plus souvent en surpoids. Voilà, donc c'est difficilement quand même tout à fait... Absolument, il y a des essais randomisés, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort un groupe de femmes traitées et un groupe de femmes non traitées qui prenaient un traitement placebo. Et dans ces études, il semble que quand même, quand on administre très tôt après la ménopause, effectivement, on n'a pas d'augmentation de risque, voire peut-être une petite diminution, notamment du risque coronaria. Pas du tout du risque d'accident vasculaire cérébral, mais un peu du risque coronaria. Aucune étude, bien sûr, randomisée comme ça avec les traitements français. Ce qui est dommage. Oui, alors excusez-moi, mais là je me mets à la place de la personne de la dame qui a posé la question. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une réponse très claire. On va la remettre la question, si vous voulez bien. Les traitements substitutifs de la ménopause réduisent-ils les risques cardiovasculaires? Je crois que la question était très simple. La réponse est non, ça ne réduit pas. Certains augmentent le risque, notamment chez les femmes plus âgées qui ont des facteurs de risque, et peut-être certains, mais pas d'études sur les traitements français. Donc c'est une question, j'imagine, d'une femme française, donc c'est difficile. C'est Nadette. Voilà. Donc je ne peux pas répondre clairement à cette question avec les traitements utilisés en France. Mais il y a quand même d'autres bénéfices au traitement de la ménopause, donc il faut aussi tout mettre en balance. Alors, l'avis du cardiologue, puisque nous sommes en cardio-gynéco, bien sûr. Ce qu'on fait pour ces femmes-là, alors on tient compte des symptômes climatériques, c'est-à-dire bouffée de chaleur, la fille qui dort plus, qui est agressive, qui a mal partout, qui pleurniche tout le temps. Cette femme-là, elle va être en demande d'un traitement. Donc nous, on a
des Geneviève, des Brigitte Le Tombalil, qui nous envoient les patientes dans notre centre et qui nous disent est-ce que cette dame, elle n'a pas de problème, elle n'est pas à risque gynécologique avec le traitement hormonal de faire un problème de sein, mais est-ce que vous, cardiologue, vous nous autorisez à débuter le traitement? Et on se retrouve finalement avec des dames maintenant qui viennent nous voir. Ce matin, j'en ai vu 6 comme ça en consultation. 3, c'était pour un THM. Et elles vous disent, docteur, un traitement hormonal, excusez-moi, est-ce que je peux prendre le traitement? Donc, on va lui dire, avant de donner le feu vert, on fait attention, on va vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication cardiovasculaire. Mais attendez, ça, c'est un circuit quand même qui est assez privilégié, j'allais dire. Ne dites pas que toutes les femmes qui prennent un traitement hormonal à la ménopause aujourd'hui en France ont une... Il y en a très peu qui prennent le traitement déjà. Mais il y a quand même 10% des femmes. Ne dites pas qu'elles voient tout un cardiologue avant d'avoir un traitement. Mais pour tout traitement hormonal... Oui, mais c'est très intéressant. Mais j'ai dit que c'est pas... Dans l'idéal, oui, dans l'idéal. Mon fantasme, ça serait que... Mais effectivement, on prenne en plus, ce serait l'occasion, comme pour la grossesse, eh bien, c'est l'occasion de faire un check-up cardiaque avant un traitement hormonal. Mais il y en a chez qui on dit pas de traitement. On fait le bilan, il y a des plaques d'athérome, il y a un scanner coronaire pourri. On dit non, madame, on va prendre autre chose comme traitement. C'est l'amélioration de la pratique c'est un fantasme pour dans les 5 ans qui viennent, on va dire. Je crois qu'on peut peut-être rebondir aussi, parce que nous, gynécologues, dès qu'on a l'intention ou la demande d'une patiente pour un traitement hormonal, que ce soit la pilule ou un traitement de ménopause, on va interroger ces patientes sur les facteurs de risque, et c'est là où nos amis cardiologues vont intervenir si il y a un certain nombre de facteurs de risque pour pouvoir prescrire après soit une contraception, soit un traitement de ménopause. Je vous attends. Je me lance. Oui. La pharmacologie n'est-elle pas... J'attends le feu vert en fait. Ouais. La pharmacologie n'est-elle pas ajustée en fonction du métabolisme des hommes plutôt que de celui des femmes, demande Gérard. Alors, le métabolisme, c'est la façon dont l'organisme va assimiler les médicaments, va les détruire, va les éliminer. Et on sait que ça dépend de la quantité de sang, que ça dépend de la taille des organes, ça dépend de tout un tas de choses. Et effectivement, c'est différent chez l'homme que chez la femme. On n'a déjà pas, en général, la même surface corporelle et ces médicaments ont été évalués, leur dosage plus souvent chez des hommes, en moyenne 45-55 ans, avec 80 kilos, 1m70. Peut-être pas. Alors là, c'est un scud. Hein. Non, parce que vous étiez en train de me décrire, c'est pour ça que je me permets. Vous ne faites pas 80 kilos. Mais donc, c'est évident que ces molécules ont été évaluées dans un groupe qui a été déterminé comme standard, mais qui n'est pas celui dans lequel il va être appliqué. La femme de 70 ans qui fait 1m50 et 45 kilos, on n'a pas évalué ce médicament. Donc, c'est aussi le rôle du médecin. On lui donne des outils, à lui de les utiliser, de les adapter. Donc oui, la pharmacologie, la plupart de ces médicaments ont été évalués dans des groupes qui ne correspondent pas à l'ensemble de la population. On va dans quelques instants écouter Benoît, mais juste on avait une question sur le vieillissement du cœur. On nous demandait s'il vieillissait de la même façon chez un homme et chez une femme. Difficile de répondre à cette question. On a quand même l'impression qu'il vieillit un petit peu mieux chez la femme pour des raisons diverses. Oui. Une bonne nouvelle. Benoît, vous pouvez venir du coup. On va parler encore de cinéma pour parler du cœur. Oui, il y a quelques heures de l'ouverture du Festival de Cannes, on ne va pas se priver. On va parler en particulier d'un événement qui a marqué à la fois les amoureux de Seeking in the Rain et les fans de Star Wars. Le 27 septembre dernier, à tout juste 60 ans, celle qui fut pour le monde entier la princesse Leia, Carrie Fisher, meurt d'un infarctus. Mais si je vous en parle ce soir, ce n'est pas parce que c'est pas pour cet accident cardiaque-là, mais pour celui qui causa la mort le lendemain de celle qui chantait sous la pluie, Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, car ces deux décès sont certainement intimement liés, comme l'étaient d'ailleurs la mère et la fille. Car les circonstances de la mort de Debbie Reynolds font penser qu'elle a pu succomber à ce que l'on appelle la maladie de Takotsubo, appelée aussi syndrome du cœur brisé. Sous l'effet du stress, en l'occurrence de l'émotion, le muscle cardiaque se déforme jusqu'à provoquer l'arrêt du cœur. Alors ce ne fut heureusement pas le cas pour Elisabeth, que Cécile Morin a rencontrée lors du tournage du documentaire que vous avez vu tout à l'heure. Et dans son cas, c'est une réunion de copropriétaires un peu houleuse qui a déclenché son Takotsubo. J'étais très en colère et je ne pouvais pas exprimer ma colère. Et je sentais que plus je m'énervais et plus je ruminais, et plus ça me pesait. J'avais l'impression d'avoir un éléphant assis sur la poitrine
et qui m'empêchait de respirer. Et au bout d'un moment, la secrétaire, me voyant dans un tel état, a appelé les pompiers qui eux-mêmes ont appelé le SAMU. Le jour où je ne pourrais pas maîtriser ma colère ou mon chagrin ou quoi que ce soit, je risque de refaire un Takotsubo. Ça m'embête. Mais bon, voilà, j'essaye de ne pas me mettre en situation de trop grand stress ou de trop grand énervement, ni de trop grand chagrin. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit pourquoi cette maladie cardiaque, identifiée dans les années 90 au Japon, s'appelle le Takotsubo. C'est à cause de la forme que prend le cœur au moment de la crise. Vous allez mieux comprendre en regardant cette image. Le ventricule gauche, c'est la partie sombre que vous voyez sur cette imagerie médicale, qui envoie du sang dans l'aorte, a suivi une déformation en forme de ballon. Elle ressemble du coup à la petite amphore qu'on vous a mis à côté, une amphore utilisée par les pêcheurs japonais pour pêcher le poulpe. Et Takotsubo signifie littéralement le pot à poulpe. Je ne savais pas que vous parliez comme ça japonais couramment. Merci beaucoup, Bon. Benoît. Vous avez déjà vu des cas comme ça, professeur Mounier-Veillé? Ah oui, on en a. C'est plus souvent chez la femme ménopausée, 8 femmes pour 2 hommes. Et effectivement, c'est le syndrome du cœur brisé, mais aussi le syndrome du cœur joyeux. L'anniversaire surprise, vous rentrez le cheveu un peu sale chez vous, pas prête, et puis vous avez vos amis qui vous attendent, la naissance d'un petit enfant, voilà, ça c'est aussi le syndrome du cœur joyeux. Est-ce que ça peut être le bout? Vous faites boue à quelqu'un et... Non, il faut vraiment que ça déclenche une émotion forte. Mais oui, mais quand vous faites peur à quelqu'un et qu'il y a dans les dessins animés ou dans les films, bout, la personne tombe en arrêt cardiaque parce que vous lui avez fait peur. Ça dépend si vous faites bout, mais un seul bout, ça ne me paraît pas beaucoup. Une grosse frayeur, est-ce que ça peut? Une grosse frayeur, oui. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est un stress qui fait qu'on libère brutalement toutes nos hormones de stress. Et ces hormones, elles vont aller se mettre sur des petits récepteurs au niveau du cœur. Ça va paralyser le cœur. C'est de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc il ne faut pas s'amuser à effrayer quelqu'un brutalement. Oui, mais alors souvent, c'est des personnalités un petit peu émotives, un petit peu stressées. C'est la stressée chronique. Hein. C'est pas n'importe qui va faire un Takotsubo. Hein. On nous demande si on reconnaît certains infarctus du myocarde comme accidents du travail quand ils sont liés au stress. Ça existe, ça? Dans l'étude, on a une grosse étude. Je peux te les... Vas-y, Stéphane, vas-y. Ça fait partie. Le stress, c'est un élément qu'on reconnaît comme lié aux maladies cardiovasculaires, mais qui est difficilement quantifiable. Et puis surtout, le stress, pour moi, ne sera pas le même que pour une autre personne. Donc c'est pas quantifiable, c'est pas évaluable. Donc on dit ah oui, le stress ça joue, mais on peut pas le savoir. Après, maintenant en médecine, on commence à reconnaître de plus en plus les conditions de stress, d'harcèlement. Ça rentre petit à petit dans les mœurs, mais de le lier à un accident du travail, ça reste une démarche où il va falloir démontrer une causalité, et la causalité, ça va toujours... On va parler des suites des infarctus maintenant. J'ai été victime d'un infarctus il y a 11 mois. La peur d'une récidive persiste. Est-ce normal, Virginie? Les gens qui ont eu un accident cardiaque ont toujours cette angoisse que ça reprenne, malgré les traitements, malgré la rééducation, réhabilitation dont on va parler. Oui, effectivement, c'est un problème fréquent, effectivement, le stress. L'angoisse, parce que très souvent, ils ne l'ont pas vu venir, ça leur arrive, ça leur tombe dessus. On reparlera de la réadaptation, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu un problème de réadaptation cardiaque à la fin, après un infarctus, c'est important parce qu'on autorise les patients à faire une activité physique assez soutenue et ils voient que finalement, ils peuvent faire une activité physique importante, ils peuvent voyager, ils peuvent faire des choses sans problème. Et ça les rassure beaucoup. Tandis que des gens, effectivement, qui n'ont pas eu de réadaptation, se disent très souvent je n'ai plus le droit de faire grand chose, si je fais quelque chose il va m'arriver un pépin, etc. Il y a cette angoisse. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que si les facteurs de risque sont corrigés et si le patient suit son traitement et a fortiori s'il a repris une activité physique, le risque est faible. Il y a des risques toujours génétiques parfois qu'on ne peut pas... Et puis c'est vrai que derrière la rééducation, l'idéal c'est de continuer à être motivé, d'où les clubs cœur et santé. Donc on en parle, il y en a beaucoup en France, il y en a presque 300 et tu en as un chez toi à la Riboisière, il n'y en a pas assez, on voudrait développer le maillage, comme on n'a pas assez de centres de rééducation. Il n'y a que 12% des femmes après un infarctus qui vont en rééducation. En insuffisance cardiaque, pareil, il y a très peu de femmes qui vont en rééducation. Combien d'hommes? Comment? Combien d'hommes? Il y a 30% d'hommes en post-infarctus qui vont en rééducation, il devrait y avoir 100%. C'est 3 fois plus que les femmes quand même. Oui, c'est 3 fois plus, mais on vous ferait une dilatation coronaire, ce que je ne vous souhaite pas. Hein. Il faudrait aller en rééducation. Parce que dès qu'on touche à une artère, il faut y aller. Et derrière,
Donc c'est ce qu'on appelle la phase 2 dans notre jargon de médecin. Derrière, on a ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire un club cœur et santé avec un moniteur sportif. D'abord, c'est beaucoup moins cher qu'un club sportif, si on peut dire. Et derrière, on essaie aussi de développer ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le moniteur qui encadre, mais les personnes restent en groupe. Et il y a cet effet positif, relationnel. On n'est plus tout seul face à la maladie. On peut aborder des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder si on est tout seul. Ça travaille l'observance thérapeutique. Voilà, il faut vraiment qu'on milite pour cette prévention secondaire. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de centres de rééducation. Voilà, il y en a pas assez. On va proposer une réadaptation cardiaque ambulatoire ou hospitalière. Hein. Et effectivement, quand ils ressortent du programme, ils sont éduqués, ils sont rassurés, ils ont un traitement optimisé, ils n'ont plus peur, on les aide à reprendre le travail. La dépression a été combattue. Mais est-ce que vous constatez que les femmes disent moins facilement oui que les hommes ou pas? Tout à fait, tout à fait. Ça a été largement démontré. Comme vous l'avez dit, le taux à peu près 30% d'hommes et 15 à 20% de femmes. Alors les raisons ont été connues. Hein. La femme s'occupe plus de ses enfants que d'elle. Hein. Des problèmes de transport, des problèmes culturels. L'activité physique, j'ai jamais fait, c'est dangereux, j'y arriverai pas. D'où l'intérêt de mettre le pied à l'étrier et de les aider en réadaptation, parce que tout seul, c'est pas facile. Mais clairement, comme l'a dit Claire, c'est une chance qu'on offre aux patients d'avoir une activité physique régulière. Tous les patients et patients devraient se voir proposer une réadaptation cardiaque. Et clairement, il y a du progrès à faire chez les femmes, même si un travail récent a montré qu'en France, il y a quand même une augmentation relative chez les femmes plus importante que chez les hommes. Mais on est quand même à 15 versus 30%. Vous avez cité la dépression. Est-ce que les femmes sont plus sujettes à la dépression après un infarctus? Oui. Mais d'une manière générale, la femme est plus sujette à la dépression et au stress psychosocial, notamment les femmes. Oui, mais les femmes précaires. Alors, là aussi, dans les publications toutes récentes, la précarité fait partie des facteurs de risque psychosociaux d'infarctus du myocarde et qui est plus puissant chez une femme que chez un homme, effectivement. Mais du coup, c'est quelque chose que vous anticipez avant la sortie éventuellement d'une femme? C'est quelque chose que vous abordez avec elle? Alors à Lille, on a une psychologue de liaison qui s'appelle Capucine, qui est adorable, et effectivement, mais qu'on propose également aux hommes, hein, c'est pas restreint qu'aux femmes. Mais après un accident aigu comme l'infarctus ou comme la dissection aortique, on demande à Capucine, si la famille l'accepte, de passer pour avoir cet entretien de dédramatisation. Puis après, dans les services comme chez Alain, il y a des psychologues qui sont là également pour accompagner le patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patients après un infarctus, ils restent combien de temps à l'hôpital? 3 jours, 4 jours maintenant, 5 jours. Donc ils sortent très très vite. Et on n'a pas le temps souvent, par exemple, justement, de prendre conscience de ce problème de dépression qui peut apparaître justement un mois après. On voit les patients dépressifs qui ne veulent pas reprendre leur travail, etc. Et ça, avec la réduction des durées de séjour, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins à l'hôpital et qu'il faut voir par la suite, en réadaptation ou ailleurs. Et est-ce que vous constatez à distance que, on a entendu d'ailleurs une des femmes dans ce document dire, voilà, c'était il y a 15 ans, c'est derrière moi, évidemment j'ai oublié tout ce qui est arrivé. Est-ce que vous trouvez que les femmes, au bout effectivement de 10-15 ans, oublient que ça leur est arrivé au point effectivement de ne pas faire de sport, de rien faire, etc. Parce que voilà, c'est terminé, alors que les hommes peut-être s'entretiennent un peu plus et font plus attention avec ce qui est arrivé? Non, leurs femmes pensent à leur traitement. C'est voilà, une des différences. C'est la femme qui prendra le rendez-vous chez le cardiologue, qui veillera au traitement. En consultation, moi, les femmes que j'ai, elles sont rarement accompagnées par leurs époux. D'accord. Les hommes, très fréquemment. Donc s'il faut qu'elles s'entretiennent, c'est elles-mêmes qui le feront, quoi. Voilà. Pas pousser. Mais tu as raison, c'est un problème de couple. C'est-à-dire qu'après la maladie, parfois, il y a aussi un rejet du couple. Il y a un rejet du traitement. Et ça, c'est quelque chose... j'ai en tête une de mes patientes qui venait de se remarier. Eh ben, elle a redivorcé parce que son mari n'osait plus la toucher, parce qu'il avait peur qu'elle refasse un accident cardiaque. Donc c'est dramatique, donc il faut vraiment prendre en charge la famille pour que cette maladie, ben, finalement, c'est un trio, hein, c'est le mari, la femme et puis la maladie entre deux. Donc voilà, c'est important. La sexualité, on en parle beaucoup aux hommes. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez de nouveau une érection? Est-ce que c'est la grande inquiétude? Les femmes, non. Non. Ça, c'est quelque chose dont on c'est un sujet assez tabou chez les femmes. Déjà, les questionnaires de troubles sexuels chez la femme sont pas du tout connus des médecins français, très peu utilisés sauf par les sexologues. Et ensuite, effectivement, une femme ne se voit pas proposer des questions sur sa sexualité au décours d'un accident aigu. Mais c'est très rare. Est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'elle aborde la question? Est-ce que je pourrais avoir à nouveau demander à la gynéco? Est-ce qu'on voilà? Elle en parle au gynécologue, oui. Rarement avec un cardiologue mâle. Oui, c'est ça. Mais même cardiologue. Moi, j'en parle un petit peu avec elle quand même, mais... C'est les questions qu'on pose, nous, un petit peu systématiquement en gynécologie. Et effectivement, après,
toute maladie chronique ou accident aigu, les patientes ont des questionnements et des problèmes. Et le délai à reprendre une sexualité normale est probablement un peu long. Mais vous leur posez systématiquement la question C'est parce que c'est votre métier, Oui, vous êtes gynécologue. absolument. Mais elle ne voit pas toujours des gynécologues. Donc elle voit plutôt, après un accident cardiaque, des cardiologues. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes présidente de la Fédération française de cardio, ça veut dire que les cardiologues ne posent pas systématiquement Non, pas la assez. question et ils devraient le faire. Mais pas assez non plus aux messieurs. Hein. Hommes, alors les femmes Oui, jamais. mais les hommes parfois posent d'eux-mêmes la question. Oui, alors moi les femmes, je leur demande pense plus, d'abord hein. la sexualité en leur demandant si elles ont des troubles du désir, si elles ont une sécheresse vaginale, parce que là on a des recommandations sur la sexualité du patient cardiaque américaine qui nous disent bien que le traitement hormonal, dont on a parlé, est contre-indiqué, mais elles peuvent quand même avoir, s'il n'y a pas de contre-indication au niveau du sein, avoir des ovules gynécologiques qui rendent une trophicité vaginale, parce que avoir une relation sexuelle alors que tout est sec, ben, ça fait pas du bien, quoi, ça fait mal. Donc les femmes, elles font plus rien et du coup elles dépriment et du coup elles se sentent plus désirables. Plus Et vicieux, quoi. voilà. Donc Puis en réadaptation. elles appréhendent l'acte sexuel et quand il arrive, c'est de pire en pire. C'est un cercle vicieux. Voilà, puis il faut aussi dédramatiser. Alain peut répondre aussi avec moi. L'activité sexuelle, c'est pas une forte activité. C'est pas le marathon, quoi. Non, c'est un petit 3 étages avec quelqu'un d'habituel. Et puis une fois, surtout si elles vont en rééducation. Après la rééducation, elles Un peuvent petit faire. 3 étages avec quelqu'un de... Et avec un illégitime, c'est 5 étages. Ouais, justement. C'est un peu plus. Prenez Non, mais il y a la part prenez émotive. l'ascenseur Hein. à pied, Non, tout c'est ça. la part émotive. Vous activez votre sympathique et ça peut effectivement donner des petits troubles du rythme. Sympathique, c'est pas la personne avec qui vous Non, êtes, c'est- c'est voilà. le système Essentiel nerveux. sympathique. Voilà. Bertrand demande quand les coachs sportifs seront-ils remboursés sur ordonnance médicale pour les réadaptations en phase 3? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah, quelle question. Écoutez, Je pense qu'il est directement concerné. Non, hein. bien sûr. On ne sait pas. On ne sait pas. Si vous voulez, le problème, comme l'a dit Claire, c'est qu'on fait rentrer les patients dans des programmes de réadaptation et par la suite, on voudrait continuer. Donc le club Cœur et Santé, c'est parfait, mais beaucoup de patients ne peuvent pas ou ne veulent pas continuer dans un club Cœur et Santé. Alors soit ils vont dans un gymnase et puis ils rencontrent des bodybuilders et ils disent c'est pas mon truc, ça va. Soit ce qu'ils souhaitent effectivement, c'est que des coachs à domicile viennent les prendre en charge. Alors effectivement, l'année dernière, il y a une loi qui est sortie, qui est la loi de prescription de l'activité physique dans les pathologies chroniques. Ça veut dire que le médecin a le droit de prescrire une activité physique régulière dans des centres spécialisés pour des maladies chroniques comme le cancer, le diabète et en particulier les problèmes cardiovasculaires. Mais la prise en charge n'a pas été prévue. Voilà, malheureusement, c'est un... C'était un début. Voilà, c'est un Si on jeu vous de le met pierre sur dans l'eau, l'ordonnance, voilà. c'est démerdez-vous. Voilà, absolument. Bon, Donc pour c'est un peu l'instant, ça. la réponse, on ne sait pas. Peut-être avec le nouveau gouvernement, ça va arriver, mais clairement, il y a un besoin à ce niveau parce que clairement, l'activité physique a un effet bénéfique remarquable dans la maladie coronaire chez l'homme comme chez la femme. Et pas seulement dans la maladie coronaire. Et dans les Bien facteurs de sûr. risque de la maladie coronaire, bien sûr. Est-ce qu'il faut modifier son alimentation après un accident cardiaque? Vous allez me dire oui. Oui. Déjà, on ne mange pas salé, pas sans sel, mais pas salé, parce que quand on mange salé, on garde de l'eau, donc vous avez beaucoup de liquide et le cœur qui a été fatigué, mais il ne peut pas essorer correctement. C'est qu'on met des épices plutôt que de mettre trop de sel. Des épices, Moi, des je légumes. hein. dirais que c'est le moment pour adapter et retrouver une hygiène de vie. Mais il n'y a pas de régime C'est ça. spécial, Non. infarctus. C'est au contraire. C'est le moment de faut dédramatiser. C'est le moment d'avoir une alimentation équilibrée, celle que tout le monde devrait Il faut avoir. faire un bilan Voilà. diététique. Si on a une alimentation parfaite, il n'y a rien à faire. Et si on s'aperçoit qu'il y a trop de sel, trop de graisse, etc., c'est le moment de réadapter pour monsieur, pour madame, si c'est madame qui fait la cuisine de monsieur, et avec une diététicienne. Systématiquement, dans une prise en charge hospitalière d'un accident cardiaque, il y a une diététicienne qui vient. Peut-on totalement se remettre d'un accident cardiaque? Parce que finalement, on a toujours une cicatrice, comme on peut l'avoir après un cancer, même si c'est guéri. C'est important cette question. Elle est très intéressante parce que vous disiez en introduction, les gens ont peur de mourir du cancer et ils n'ont pas peur du cœur. C'est exactement ça, vous avez tout dit. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on nous met un stent, on nous fait un pontage, Et c'est on prend des fini. médicaments et on est guéri. On n'est jamais guéri. On stabilise les choses, on évite la récidive, mais il y a toujours un petit quelque chose de latent et ça, les Français et les Françaises, je vais parler comme une politique maintenant, il faut qu'ils prennent conscience que la maladie cardiaque, quand elle s'enclenche, c'est une maladie qui va évoluer tout au long de la vie. On a Et trop qu'on va banalisé, stabiliser. on a trop Oui. vanté les gloires des traitements finalement, de la prise en Oui, charge je pense rapide, que des c'est un peu traitements. Oui, très clairement. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent bon, s'il y a un problème, bon, je reviens, on me remet un stent, le lendemain, je peux ressortir, c'est réglé. Bon, C'est pas non, ça. pas réglé. Et la dame du reportage, d'ailleurs, c'était édifiant parce qu'on la voit 4 ans après. Je ne suis pas certaine qu'elle était en rééducation.
Je ne sais pas si elle a arrêté de fumer. Ni si elle a vu un cardiologue. Voilà. Ouais, mais en fait, on a l'impression, bah oui, j'étais dilatée, C'est ça. bah, si ça C'est ça. recommence, bah, j'appellerai le 15. Bah non, Oui. non, c'est vraiment, on est dans une prévention citoyenne, c'est-à-dire qu'on fait un accident, c'est un coût de santé, c'est un coût pour la société. Et on doit aussi, ce qu'on essaye d'apprendre à nos patients, c'est de se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des traitements, il faut aussi qu'on prenne à bras le corps cette santé qui nous coûte cher quand même. On peut sensibiliser, c'est-à-dire qu'il y a un risque qui existe, mais il faut dédramatiser aussi, qui a été réduit de manière considérable. À présent, la mortalité d'un infarctus du myocarde, c'est moins de 2% à 30 jours, ce qui est devenu vraiment extrêmement Quand réduit. il arrive à l'hôpital. C'est ça. Quand il a Voilà, été parce pris que en charge. les gens Quand on dit qu'une oublient, fracture pris en prend charge. Voilà, les gens oublient qu'on peut mourir maladie avant cardiovasculaire, c'est d'arriver à énorme, l'hôpital. c'est ça. Pour ceux qui sortent vivants, ça. voilà, pour ceux qui arrivent vivants à l'hôpital. Donc ça a été extrêmement réduit. Donc on peut dire à une personne qui a fait un infarctus, son espérance de vie, elle n'est pas si altérée que ça. Mais elle n'est pas si altérée grâce au traitement. Et si elle ne le fait pas il y a le contrôle des facteurs de risque et Bien notamment sûr. l'arrêt du tabac. Un patient qui a fait un infarctus et qui continue de fumer, son risque est multiplié par 5 de refaire un autre infarctus ou un arrêt cardiaque dans les 5 ans. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus. Merci à tous ceux qui ont témoigné dans ce document et merci beaucoup à Benjamin Battard, le rédacteur en chef de cette émission. Et pour tout savoir sur les sports les plus efficaces pour entraîner son cœur, reportez-vous à l'article paru dans le dernier numéro de notre partenaire Notre Temps. Voilà, passez une bonne fin de soirée. À très bientôt. Et à demain, bien sûr, sur France 5, 13h40. Au revoir.